Après mon divorce, je suis devenu sans abri jusqu'à ce qu'un inconnu me demande « Êtes-vous Michael ?» Vous venez d'hériter de 47 millions de dollars. La benne à ordures derrière le restaurant italien Romano's était devenu mon endroit préféré. Non pas parce que la nourriture y était meilleure qu'ailleurs, mais parce qu'ils jetaient leur pain tous les matins à 9h30 précise, parfois encore chaud, enveloppé dans un plastique qui le gardait propre. J'avais 43 ans, j'étais un vétérinaire diplômé avec 16 ans d'expérience, et j'organisais ma vie en fonction des horaires des poubelles. Ce matin d'octobre avait commencé avec du givre sur mon sac de couchage et une faim assez vive pour me donner le vertige. Le manteau que j'avais trouvé 2 semaines plus tôt derrière un bac de dons de Goodwill ne suffisait plus. L'hiver approchait, et je savais ce que cela signifiait pour les gens comme moi. Certains n'atteindraient pas le printemps. Je venais de sortir une lasagne à moitié mangée, encore dans son contenant à emporter, quand j'ai entendu des bruits de pas sur le trottoir humide. Des chaussures propres, au son qu'elles produisaient. Des chaussures chères qui claquaient avec détermination, pas le pas traînant des gardes de sécurité ou le piétinement agressif de quelqu'un sur le point de me dire de déguerpir. Michael Thompson. La voix était professionnelle, prudente. Michael James Thompson. Je me suis retourné lentement, le plat de lasagne toujours entre mes mains. L'homme qui se tenait là semblait tout droit sorti d'une publicité pour un cabinet d'avocats. Un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois à l'époque. Une cravate argentée, un attaché-caisse en cuir qui brillait même dans la lumière grise du matin. Ses cheveux étaient poivre et sel, parfaitement coiffés malgré le vent. Qui demande ça? Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'avais prévu. 3 mois dans la rue changent votre façon de parler, de vous tenir, de croiser le regard de quelqu'un. Je m'appelle Harold Blackstone. Je suis un avocat spécialisé en succession, de New York. Il a mis la main dans son manteau et je me suis tendu, jusqu'à ce que je le voie en sortir une photographie. Est-ce vous? Prise en 2018. La photo me montrait dans ma blouse blanche de vétérinaire, debout devant ma clinique, souriant comme si le monde m'appartenait. À l'époque où j'avais une maison, un cabinet, une femme que je croyais m'aimer, une fille qui répondait encore à mes appels. Comment avez-vous eu ça? Votre grand-oncle, Rudolph Hartley, est décédé le mois dernier à Manhattan. Vous êtes mentionné dans son testament. J'ai éclaté de rire. Un rire dur et amer. L'oncle Rudolph, l'homme qui m'envoyait 5 $ dans une carte d'anniversaire chaque année jusqu'à mes 18 ans, puis plus rien. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 25 ans. L'expression de Blackstone n'a pas changé. Monsieur Hartley était particulier concernant les contacts familiaux, mais il gardait une trace de tout le monde. Il était au courant de votre cabinet vétérinaire à Cedar Falls. Il était au courant de votre divorce d'avec Veronica. Il était au courant de votre situation actuelle. Ma situation actuelle. J'ai baissé les yeux sur moi-même, sur le jean taché que je portais depuis 2 semaines, sur les chaussures tenues par du ruban adhésif que j'avais trouvé. Vous voulez dire qu'il savait que j'étais sans abri depuis 3 mois? Oui. La voix de Blackstone s'est légèrement adoucie. Il savait tout, et il vous a légué l'intégralité de sa succession. Le plat de lasagne m'a glissé des mains, s'écrasant au sol avec un bruit mouillé. Son pantouse à Manhattan, dans l'Upper East Side. Son yacht de 12 mètres amarré dans les hantons. Son portefeuille d'investissement, sa collection d'art, ses livres rares. La valeur totale est d'environ 47 millions de dollars. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis agrippé au bord de la benne pour rester debout. C'est une arnaque. Vous montez une sorte d'escroquerie. Blackstone a ouvert son attaché-caisse et en a sorti un document. Le cabinet Blackstone, Whitman & Associates gère la succession Hartley depuis 30 ans. Voici ma carte, mon numéro d'accréditation au barreau et une copie du certificat de décès. Vous pouvez tout vérifier. J'ai fixé les papiers, les sceaux officiels, les chiffres qui ne pouvaient pas être réels. 47 millions de dollars. Il y a 6 mois, Veronica s'était moquée de moi à la sortie du tribunal. Personne n'aimera jamais un homme fauché comme toi, avait-elle dit en montant dans la BMW de son nouveau petit ami, Clayton. Tu vas mourir seul dans la rue, Michael. Tu es pathétique. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Oncle Rudolph avait des parents qui réussissaient. Mon cousin Damon travaille à Wall Street. Trevor est chirurgien à Mount Sinai. Pourquoi me laisserait-il tout? Il y a une condition, a dit Blackstone, et la voilà. Le hic qui allait tout gâcher.
Mais je ne peux pas en discuter ici. Monsieur Hartley a laissé des instructions spécifiques. Vous devez venir à New York, dans son Pantouse, et regarder un message vidéo qu'il a enregistré. C'est seulement à ce moment-là que vous apprendrez ce que vous devez faire pour réclamer l'héritage. Et si je ne le fais pas? Si je reste ici? Alors, dans 72 heures, l'intégralité de la succession sera transférée à un bénéficiaire subsidiaire. Quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, en fait. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Votre ex-femme, Veronica Thompson. Le monde a basculé. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles, je sentais encore le givre de mon sac de couchage dans mes os, je goûtais le désespoir des 3 derniers mois. Monsieur Thompson, a dit Blackstone en regardant sa montre, une Rolex qui captait la faible lumière du soleil. J'ai une voiture qui attend. Nous pouvons être à New York pour midi. Vous aurez l'occasion de prendre une douche, de vous changer, de prendre un vrai repas. Quelle que soit votre décision concernant l'héritage, accordez-vous au moins cela. J'ai regardé la benne à ordures qui était devenue mon lieu de petit déjeuner. La ruelle où j'avais appris à dormir d'un œil. La vie qui ne ressemblait plus à une vie. Quelque part à Manhattan, il y avait un Pantouse à mon nom et 47 millions de dollars qui attendaient. Tout ce que j'avais à faire, c'était de découvrir ce que mon oncle décédé voulait en retour. Donnez-moi 5 minutes, ai-je dit. Je dois dire à quelqu'un que je pars. Alors que je marchais pour trouver Jérémia, le vétéran du Vietnam qui m'avait appris quel refuge était sûr et quelles églises aidaient vraiment, je ne pouvais me défaire du sentiment que l'oncle Rudolph avait planifié cela depuis très longtemps. L'oncle dont je me souvenais à peine, qui m'envoyait 5 dollars à chaque anniversaire comme une horloge, avait apparemment observé toute ma vie, attendant que je tombe assez bas pour comprendre la leçon qu'il avait préparée. L'homme au costume à 1000 dollars se tenait toujours près de la benne à mon retour, aussi déplacé dans cette ruelle que l'espoir dans un refuge pour sans-abri. Mais il était réel. Les papiers étaient réels. Et quelque part à New York, mon oncle décédé m'avait laissé soit une fortune, soit une dernière blague cruelle. Dans tous les cas, ce devait être mieux que de fouiller dans les poubelles pendant que mon ex-femme disait à tout le monde que j'étais déjà mort. Il y a 18 mois, j'avais tout ce qu'un vétérinaire de petite ville pouvait désirer. Ma clinique sur Maple Street à Cedar Falls, Ohio, ne payait pas de mine de l'extérieur. Juste une maison de 2 étages reconvertie avec une enseigne peinte qui disait « Soins vétérinaires Thompson ». Mais à l'intérieur, c'était mon royaume. Je connaissais chaque centimètre de ces salles d'examen, j'avais personnellement installé les éclairages chirurgicaux, j'avais peint les murs en bleu doux parce que des études montraient que cela calmait les animaux anxieux. Le matin où ma vie a commencé à s'effondrer a débuté comme n'importe quel autre. J'examinais le vieux chat tigré de Madame Patterson quand Veronica a appelé. « Il faut qu'on parle ce soir », a-t-elle dit, sa voix portant cette pointe acérée que j'entendais plus souvent. « Et ne dis pas que tu travailles tard encore une fois. » Veronica et moi étions mariés depuis 15 ans. Nous nous étions rencontrés quand elle avait amené le furet malade de sa colocataire, alors que je sortais tout juste de l'école vétérinaire et qu'elle travaillait dans une banque. Elle avait ri de mes blagues nerveuses, avait dit qu'elle admirait un homme qui se souciait des créatures sans défense. Quelque part en cours de route, cette admiration s'était transformée en ressentiment. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus ambitieux ?» avait-elle commencé à demander environ 5 ans après notre mariage. Regarde le mari de Nadine, Robert. Il vient d'être promu associé dans son cabinet. Il part en vacances à Cabo le mois prochain. Nadine était la meilleure amie de Veronica à l'université, et comparer notre vie à la leur était devenu le passe-temps favori de Veronica. Robert avait acheté une Tesla à Nadine pour son anniversaire. Robert avait investi tôt dans les crypto-monnaies. Robert emmenait Nadine à Paris pour leur anniversaire. J'avais essayé d'expliquer que j'étais heureux avec mon cabinet, que nous avions une belle vie. Nous étions propriétaires de notre maison, n'avions aucune dette à part l'hypothèque, et je faisais un travail qui comptait pour moi. Le Golden Retriever de Madame Chen est en vie grâce à l'opération que j'ai pratiquée la semaine dernière, lui disais-je. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça ne paie pas une résidence secondaire, répondait-elle. Le soir où elle a demandé le divorce, je l'ai trouvée dans notre chambre en train de faire une valise. Je vois Clayton Morgridge, a-t-elle annoncé aussi nonchalamment que si elle me disait qu'elle avait changé de supermarché. Il est cadre chez Pharmatech Industries. Lui, au moins, il a de l'ambition. Clayton Morgridge. Je l'avais rencontré une fois lors d'une collecte de fonds en ville. Tout en dents blanches et poignées de main ferme.
Le genre d'homme qui portait sa bague d'université 20 ans après avoir obtenu son diplôme et s'assurait que vous sachiez que sa montre coûtait plus cher que votre voiture. Le divorce a été brutal d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'avocat de Véronica a soutenu qu'elle avait sacrifié sa progression de carrière pour soutenir mes modestes ambitions. Peu importait qu'elle ait quitté 3 emplois différents en 10 ans parce qu'elle n'aimait pas ses patrons. Le juge lui a accordé la maison, la moitié de la valeur de la clinique, et une pension alimentaire mensuelle qui allait écraser ce qui restait de mon entreprise. Ma mère, Dorothy, a essayé d'aider. À 71 ans, elle vivait de la sécurité sociale et de la petite pension de mon père pour ses 30 ans à la compagnie de téléphone. Papa était mort 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque, en plein milieu de la tonte de la pelouse, parti avant l'arrivée de l'ambulance. Maman m'a offert ses économies, la totalité de ses $8 000. Je ne peux pas prendre ton argent, maman, lui ai-je dit, assis dans sa cuisine qui sentait encore la tarte aux pommes qu'elle cuisinait chaque dimanche. Ton père voudrait que j'aide, avait-elle insisté, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle rédigeait le chèque. Je l'ai pris, promettant de la rembourser, sachant que je ne le pourrais probablement jamais. Mon jeune frère, Denny, s'en était mieux sorti, gérant une chaîne de quincaillerie à Columbus. Quand j'ai appelé pour lui demander s'il pouvait me prêter de l'argent, juste pour maintenir la clinique à flot le temps que je trouve une solution, il était devenu silencieux. Mike, j'ai ma propre famille à charge. C'est peut-être un signe que tu devrais essayer autre chose. Véronica a toujours dit que tu aurais pu faire mieux. Même Denny avait pris son parti. La clinique n'a pas survécu à l'hémorragie financière. J'ai dû licencier Jennifer, mon assistante vétérinaire, qui était avec moi depuis 8 ans. Puis Marcus, mon réceptionniste. Finalement, je faisais tout moi-même, travaillant 16 heures par jour, dormant au bureau pour économiser l'essence. Le dernier animal que j'ai soigné était un chien errant que quelqu'un avait trouvé derrière l'épicerie, heurté par une voiture, la patte cassée en 2. Je l'ai soigné en sachant que je ne verrais jamais un centime pour ça, sachant que ce serait ma dernière opération. Le lendemain, la banque a saisi la clinique. Ma fille Bethany avait 16 ans à l'époque, en première au lycée. Véronica l'avait complètement montée contre moi. Maman dit que tu as choisi tes stupides animaux plutôt que ta famille, m'a-t-elle envoyé par SMS. Elle dit que tu aurais pu être un vrai médecin, mais que tu n'étais pas assez intelligent. Ce texto m'a fait plus de mal que de perdre tout le reste. 3 semaines après la saisie, je vivais dans mon camion. Quand il a été repris, il ne me restait qu'un sac à dos, un sac de couchage et nulle part où aller. La première nuit dans la rue, j'ai marché jusqu'à l'aube, trop effrayé pour dormir, trop fier pour pleurer. Au 3e mois, j'avais appris les mathématiques brutales de la vie de sans-abri. Quelle benne avait la meilleure nourriture, quel coin la police ignorait, quel refuge ne volerait pas vos chaussures pendant votre sommeil. La dernière fois que j'ai vu Véronica, c'était devant le Walmart, où je trouvais parfois du travail à la journée. Elle sortait avec Clayton, tous deux portant des sacs de course, riant de quelque chose. Elle m'a vu avant que je puisse me détourner. Le dégoût sur son visage était absolu. Mon Dieu, Michael, tu pues les égouts, a-t-elle dit assez fort pour que d'autres clients l'entendent. Voilà ce que tu es devenu. Dieu merci, Bethany n'a pas à voir ça. Clayton a passé son bras autour d'elle, la tirant vers sa BMW, mais elle n'avait pas fini. Tu es pathétique, a-t-elle crié. Aucune femme ne voudra jamais de toi maintenant. Tu vas mourir seul, probablement dans une ruelle, et personne ne le remarquera avant des semaines. C'était il y a 6 semaines. Chaque matin depuis, en me réveillant sur du carton ou du béton, j'entendais ces mots. Elle avait probablement raison. Les hommes comme moi ne se remettaient pas d'une telle chute. Nous disparaissions simplement, devenions des statistiques, des noms sur des formulaires que personne ne lisait. Debout dans cette ruelle avec Harold Blackstone, tenant des papiers qui prétendaient que j'avais hérité de millions, je n'arrivais pas à réconcilier l'homme que j'avais été avec ce que j'étais devenu. Quelque part entre le vétérinaire aux mains douces et à la voix calme, et cet étranger aux yeux vides qui savait quel restaurant jetait de la nourriture encore comestible, je m'étais complètement perdu. Mais l'oncle Rodolphe, apparemment, m'avait observé tout ce temps, attendant que je touche le fond, préparant quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Le matin d'octobre qui a tout changé a commencé avec mon réveil derrière un quai de chargement, le givre faisant souffrir mes articulations comme celles d'un vieil homme. Je n'étais même plus sûr du jour. Mardi, peut-être, ou mercredi. Les jours se confondaient quand vos seuls rendez-vous étaient avec des bennes à ordures et leurs horaires de collecte.
Le restaurant italien Romano S jetait ses restes de pain à 9h30 précise. Le propriétaire, Monsieur Romano, était un homme décent qui emballait toujours tout dans un double sac et laissait parfois les bonnes choses juste au-dessus. Je crois qu'il savait que des gens comme moi dépendaient de ces déchets. Une fois, je l'ai surpris en train de m'observer depuis la porte arrière alors que je triais soigneusement les sacs, et au lieu de me chasser, il a simplement hoché la tête et est retourné à l'intérieur. Je venais de trouver un plat de lasagne à peine entamé, probablement de quelqu'un qui avait commandé trop, quand j'ai entendu ses pas. Des chaussures propres, délibérées, chères sur un trottoir mouillé. Après 3 mois dans la rue, on apprend à identifier le danger par le son seul. Monsieur Michael James Thompson. L'homme qui se tenait là ressemblait à l'argent incarné. Costume bleu marine sans un pli. Cravate argentée qui captait la lumière. Des chaussures qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en une semaine à l'époque. Il avait peut-être 60 ans, les cheveux argentés, se tenant avec l'assurance de quelqu'un qui ne s'était jamais demandé d'où viendrait son prochain repas. Qui demande ça? Ma voix est sortie sur la défensive, prête à fuir si nécessaire. Je m'appelle Harold Blackstone, avocat spécialisé en succession du cabinet Blackstone, Whitman & Associates à New York. Il a lentement mis la main à son manteau, comme s'il savait que des mouvements brusques pourraient m'effrayer. Je vous cherche depuis 2 semaines. Il a sorti une photographie et mon cœur a failli s'arrêter. C'était moi, de mon ancienne vie, debout devant ma clinique dans ma blouse blanche, souriant comme si j'avais compris le monde. Mes cheveux étaient coupés. Mon visage était rasé de près. Mes yeux avaient encore de l'espoir. Est-ce vous, vers 2018? Comment avez-vous eu ça? La photo provenait du site web de ma clinique, qui aurait dû être supprimé des mois auparavant quand j'ai cessé de payer l'hébergement. Votre grand-oncle, Rudolf Hartley, est décédé le mois dernier à Manhattan. Avant sa mort, il a engagé des enquêteurs privés pour maintenir des informations à jour sur tous les membres de la famille. Le ton de Blackstone était factuel, comme si traquer ses proches était parfaitement normal. Vous avez été particulièrement difficile à localiser après avoir perdu votre adresse permanente. Oncle Rudolf. J'avais peut-être 5 souvenirs de cet homme, tous de mon enfance. Grand, toujours en costume sombre, se présentant aux réunions de famille mais ne participant jamais vraiment. Il avait envoyé des cartes d'anniversaire avec des billets de 5 $ comme une horloge jusqu'à mes 18 ans, puis plus rien. Maman l'avait mentionné occasionnellement, le frère cadet de sa mère, qui avait fait fortune à New York et oublié ses racines de l'Ohio. Je n'ai pas parlé à l'oncle Rudolf depuis 25 ans, ai-je dit. Pourquoi me chercherait-il? Parce qu'il vous a nommé unique bénéficiaire de l'intégralité de sa succession. Le plat de lasagne m'a glissé des doigts engourdis, s'éclaboussant sur l'asphalte. C'est impossible. Je vous assure que c'est tout à fait possible et entièrement légal. Blackstone a ouvert son attaché-caisse avec une efficacité bien rodée. La succession de Monsieur Hartley comprend un Penthouse à Manhattan évalué à 12 millions de $, un yacht amarré dans les hantons d'une valeur de 3 millions de $, une vaste collection d'art, une bibliothèque de premières éditions rares et un portefeuille d'investissement actuellement évalué à environ 32 millions de $. La valeur totale de la succession est de 47 millions de $ après impôts et frais. Je me suis agrippé au bord de la benne parce que le monde tournait. 47 millions de $. Hier, je m'étais battu avec un autre sans-abri pour un sandwich à moitié mangé. Maintenant, cet étranger en costume me disait que j'étais riche. C'est une arnaque, ai-je dit. Bien que, même en prononçant ces mots, je savais qu'aucun escroc ne s'embêterait avec quelqu'un comme moi. Que pourrait-il bien voler? Mon sac de couchage, les 14 $ cachés dans ma chaussure. Blackstone a sorti des documents, des papiers à l'aspect officiel avec des sceaux en relief et des filigranes. Le certificat de décès, a-t-il dit en me montrant chaque papier. Le testament, déposé auprès du tribunal des successions de l'État de New York, mes accréditations du barreau de l'État de New York. Mon cabinet gère la succession Hartley depuis 3 décennies. Mais pourquoi moi? Ma voix s'est brisée. Oncle Rudolf a des parents qui réussissent. Mon cousin Damon travaille pour Goldman Sachs. Trevor, le fils de tante Francine, il est chirurgien. Eux, ils le connaissaient, lui rendaient visite. Pourquoi laisserait-il tout à l'échec de la famille? L'expression de Blackstone a légèrement changé, quelque chose comme de la sympathie traversant ses traits. Il y a une condition attachée à l'héritage. Monsieur Hartley a laissé des instructions spécifiques qui ne peuvent être discutées ici.
vous devez venir à New York, dans son Penthouse, et regarder un message vidéo qu'il a enregistré avant sa mort. C'est seulement à ce moment-là que vous apprendrez ce qui est requis pour réclamer la succession. Bien sûr, il y avait un hic. Il y avait toujours un hic. Quel genre de conditions? Il m'est légalement interdit d'en discuter en dehors de la résidence. Il a jeté un coup d'œil à sa montre, une Rolex qui brillait sous le faible soleil du matin. Cependant, je peux vous dire que vous avez 72 heures pour entendre les termes. Si vous refusez ou ne vous présentez pas, l'intégralité de la succession sera transférée à un bénéficiaire subsidiaire. Qui? Votre ex-femme, Veronica Thompson. J'ai littéralement chancelé. Veronica, qui m'avait tout pris dans le divorce, qui s'était moquée de ma destruction, qui m'avait dit que je mourrais sans amour et sans personne pour me pleurer dans la rue. L'idée qu'elle obtienne les millions de l'oncle Rudolph me rendait physiquement malade. Monsieur Hartley a été très minutieux dans ses recherches, a poursuivi Blackstone. Il était au courant de votre divorce, de la relation actuelle de mademoiselle Thompson avec Clayton Morgridge, de ses récentes difficultés financières depuis que monsieur Morgridge l'a quitté il y a 3 mois pour sa secrétaire. Clayton avait quitté Veronica. Une partie de moi, la partie mesquine que la survie dans la rue n'avait pas encore tuée, a ressenti une étincelle de satisfaction. Le jet privé attend à l'aéroport régional, a dit Blackstone. Nous pouvons être à New York pour midi. Il y a une douche dans le salon de l'aéroport. Des vêtements propres vous attendent. Quelle que soit votre décision concernant l'héritage, monsieur Thompson, accordez-vous au moins un repas confortable et une nuit dans un vrai lit. J'ai regardé mon monde. La benne dans laquelle je me nourrissais, le carton sur lequel je dormirais ce soir si je restais. Le caddie de Jérémia au loin, le drapeau américain qu'il y avait attaché flottant dans le vent. C'était ma vie maintenant, mais elle n'avait pas à le rester. Quelle pourrait bien être la condition, ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Blackstone. Je peux seulement dire ceci. M. Hartley croyait en la mise à l'épreuve du caractère par l'adversité. Il a écrit dans sa dernière lettre qu'il vous avait choisi pour des raisons qui deviendraient claires. Mettre à l'épreuve le caractère par l'adversité. J'ai failli rire. Si c'était ça le test, je le passais depuis 3 mois d'affilée, échouant un peu plus chaque jour. Donnez-moi 1 heure, ai-je dit finalement. Je dois dire au revoir à quelqu'un, et j'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Blackstone m'a tendu une carte de visite. Un papier cartonné qui semblait étranger dans mes mains calleuses. La voiture attendra au coin de la 5e et de Maine. Une Lincoln Town Car noire, plaque d'immatriculation BWA001. Alors qu'il s'éloignait, ses chaussures chères claquant sur le trottoir, je suis resté là, tenant une carte de visite qui valait plus que tout ce que je possédais. Quelque part à New York, un oncle décédé que je connaissais à peine avait mis en place une sorte de test. Une condition qui me donnerait soit 47 millions de dollars, soit les remettrait tous à la femme qui m'a détruit. J'ai trouvé Jérémia 2 rues plus loin, en train de trier les canettes d'aluminium qu'il avait collectées. Salut, mon frère, ai-je dit. Il s'est passé quelque chose. Soit je suis sur le point d'avoir beaucoup de chance, soit je suis en train de tomber dans la blague la plus cruelle qu'on ait jamais faite. J'ai trouvé Jérémia derrière l'ancienne station Texaco, triant des canettes d'aluminium dans son caddie avec une précision militaire. Chaque canette était écrasée exactement de la même manière, organisée par marque. Les vieilles habitudes de ces jours à l'armée avaient la vie dure, même après 40 ans dans la rue. Jérémia, ai-je appelé, et il a levé les yeux, son visage buriné s'illuminant d'un sourire édenté. Michigan Mike, tu as trouvé le petit déjeuner? Romano S est généralement bon le mardi. C'est comme ça qu'il m'appelait, Michigan Mike. Même si je l'avais corrigé une 12aine de fois en lui disant que j'étais de l'Ohio. Peu importait à Jérémia. Tout le monde avait besoin d'un surnom dans son monde. Écoute, mon frère. Il s'est passé quelque chose. J'ai sorti la carte de visite de Blackstone, le papier si blanc qu'il semblait briller dans la grisaille du matin. Un avocat vient de me trouver. Il dit que mon oncle est mort et m'a laissé de l'argent. Beaucoup d'argent. Jérémia a plissé les yeux sur la carte, puis sur moi. Tu as encore bu de ce bain de bouche. Ce truc te fait voir des choses. Je suis sérieux. Il veut que j'aille à New York aujourd'hui. Si c'est réel, si ne serait-ce qu'une partie est réelle, je ne reviendrai peut-être pas. Jérémia a posé ses canettes et m'a vraiment regardé. En 3 mois, il m'avait tout appris sur la survie dans la rue.
Quel refuge avait des punaises de lit? Lesquelles avaient une sécurité décente? Comment rester au chaud avec des journaux et du carton? Où les flics vous laissaient tranquille si vous restiez discret? Il m'avait sauvé la vie plus d'une fois, me relevant quand je voulais tout abandonner. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première semaine, a-t-il demandé. Ne fais confiance à personne qui t'offre quelque chose de gratuit. L'autre chose. J'ai repensé à ces premiers jours terrifiants. Chaque porte qui se ferme, une autre attend de s'ouvrir. Il faut juste vivre assez longtemps pour la trouver. C'est ça. Il a fouillé dans son caddie et en a sorti quelque chose enveloppé dans du plastique. Il me l'a tendu. C'était une montre, vieille mais propre, du genre avec de vraies aiguilles au lieu de chiffres numériques. J'ai trouvé ça la semaine dernière. Je la gardais pour l'échanger, mais tu en auras plus besoin que moi. Les riches se soucient du temps. Le geste a brisé quelque chose en moi. Cet homme qui n'avait rien me donnait l'un de ses rares biens de valeur. Jérémia, je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux, et tu le feras. Sa voix est devenue sévère. Le sergent qu'il avait été refaisait surface. Et si ce truc est réel, si tu obtiens cet argent, ne nous oublie pas, nous ici. Ne deviens pas une de ces personnes qui traversent la rue pour éviter de regarder ce qu'elles étaient avant. Si ça marche, je reviendrai pour toi. Je te le promets. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Michigan. Souviens-toi juste que nous sommes humains. C'est tout ce que nous voulons, être vus comme des humains. Je lui ai serré l'épaule. Cet homme qui était devenu mon frère improbable dans la période la plus sombre de ma vie, puis j'ai marché jusqu'à la 5e Émène. La Lincoln noire était là, moteur en marche, Blackstone attendant sur la banquette arrière. Le trajet jusqu'à l'aéroport était surréaliste. Les sièges en cuir semblaient incroyablement doux après des mois de béton et de carton. La voiture avait des sièges chauffants, une chose dont j'avais oublié l'existence. Blackstone m'a tendu un dossier avec des documents sur la succession de l'oncle Rudolph, des pages de jargon juridique sur lesquelles je ne pouvais pas me concentrer. Au terminal privé de l'aéroport régional, Blackstone m'a conduit à un salon dont je ne connaissais même pas l'existence. Les douches sont par là, a-t-il dit. J'ai pris la liberté de faire livrer des vêtements. Nous avons estimé votre taille à partir de vos anciens permis de conduire. La douche était transcendante. De l'eau chaude qui ne s'arrêtait pas après 3 minutes. Du savon qui sentait le cèdre au lieu du désinfectant industriel. Je suis resté sous ce jet pendant 20 minutes, regardant 3 mois de vie de rue s'écouler dans le siphon. Mes mains semblaient étrangères une fois propres, mes ongles de nouveau humains au lieu d'être noirs de crasse. Les vêtements me allaient parfaitement. Un jean foncé, une chemise à boutons, un blazer bleu marine. Rien d'extravagant, mais propre et neuf. En me regardant dans le miroir, je pouvais presque voir l'homme que j'étais, si l'on ignorait les joues creuses et la façon dont mes yeux étaient devenus plats. Dans le jet privé, Blackstone m'a offert du café et des sandwichs. Du vrai café, pas les sachets instantanés que je volais dans les stations-service. Le sandwich avait de la dinde, du fromage suisse, de la laitue qui craquait vraiment. J'ai mangé lentement, mon estomac rétréci protestant contre la richesse. Parlez-moi de l'oncle Rudolph, ai-je dit alors que nous montions au-dessus des nuages. Le vrai lui, pas l'histoire qu'il voulait que les gens croient. Blackstone a pesé ses mots. Rudolph Hartley était brillant, excentrique et complètement seul par choix. Il a bâti sa fortune en faisant le commerce de livres rares et en authentifiant des œuvres d'art, mais son vrai talent était de lire les gens. Il pouvait regarder une peinture ou un manuscrit et repérer un faux instantanément. Mais plus que ça, il pouvait regarder le vendeur et connaître toute son histoire. Pourtant, il a choisi de tout laisser à un neveu qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Il conservait des dossiers sur chaque membre de la famille, a dit Blackstone. Votre cousin Damon, le banquier d'affaires, il a suivi chaque transaction, chaque déclaration à la SEC. La carrière chirurgicale de votre cousin Trevor, chaque avis de patient, chaque procès pour faute professionnelle. Et vous? Il avait des enquêteurs qui envoyaient des rapports mensuels. Votre cabinet vétérinaire, votre mariage, votre effondrement. Il m'a regardé devenir sans abri et n'a rien fait. Il se mourait d'un cancer du pancréas. Au moment où vous avez tout perdu, il lui restait quelques semaines à vivre. Mais oui, il a regardé. Il disait, la souffrance révèle le caractère d'une manière que le succès ne peut jamais faire. Par le hublot du jet, je pouvais voir New York approcher,
cette célèbre ligne d'horizon s'élevant comme des doigts cherchant à saisir le ciel. Quelque part là-dessous, il y avait un pantouse à mon nom, 47 millions de dollars qui attendait une condition que je ne pouvais imaginer. Monsieur Blackstone, quel genre d'homme impose des conditions pour sauver sa propre famille? Le genre qui croit que le salut ne devrait pas être gratuit, a-t-il répondu. Monsieur Hartley disait souvent que l'argent non gagné détruisait plus de vies que la pauvreté ne l'a jamais fait. Alors que nous descendions vers l'aéroport de Teterboro, j'ai pensé à Veronica découvrant cet héritage. Elle avait quitté Clayton après qu'il l'ait trompée. Selon Blackstone, elle était sur le point de perdre la maison qu'elle m'avait volée lors du divorce. L'idée qu'elle obtienne cet argent si j'échouais au test que l'oncle Rudolph avait conçu me retournait l'estomac. Mais plus que ça, j'ai pensé aux mots de Jérémia. Ne nous oublie pas, nous ici. Ne deviens pas une de ces personnes qui traversent la rue. Quelle que soit la condition de l'oncle Rudolph, j'avais le sentiment qu'elle déterminerait non seulement si j'obtenais son argent, mais aussi quel genre d'homme je deviendrais avec. Le jet a atterri en douceur, et Blackstone s'est levé, ajustant sa cravate. Le pantouse est à 40 minutes. Le message vidéo de Monsieur Hartley est prêt dans son bureau. Êtes-vous prêt à apprendre ce qu'il attendait de vous? Je n'étais pas prêt. Après des mois sans avoir d'autre choix que de savoir quelle benne fouiller ou sur quel coin de rue dormir, avoir soudainement à prendre une décision d'une valeur de 47 millions de dollars me semblait impossible. Mais je me suis levé quand même, j'ai ajusté le blazer qui sentait encore le neuf du magasin, et j'ai suivi Blackstone dans le jeu que mon oncle décédé avait planifié. Une dernière chose, a dit Blackstone alors que nous marchions vers la voiture qui attendait. Quoi que vous puissiez penser de M. Hartley après avoir regardé son message, sachez qu'il a passé ces dernières semaines à perfectionner ce plan. Il est mort en croyant qu'il avait fait le bon choix. La pression de cette fois venant d'un homme dont je me souvenais à peine me semblait plus lourde que tous les millions qui attendaient à Manhattan. Le pantouse occupait tout le dernier étage d'un immeuble surplombant Central Park. Blackstone m'a fait passer par un ascenseur privé qui nécessitait une clé spéciale. Et quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un monde que je n'avais vu que dans les films. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient Manhattan comme un tableau vivant. Le mobilier était tout en cuir et bois sombre, du genre qui chuchotait sa valeur plutôt que de la crier. Des peintures originales ornaient les murs, et j'ai même reconnu un Monet malgré mes connaissances limitées en articles. Le bureau de M. Hartley est par ici, a dit Blackstone, me conduisant à travers des pièces qui ressemblaient plus à un musée qu'à une maison. La bibliothèque seule m'a fait m'arrêter et regarder, bouche bée. Des milliers de livres du sol au plafond, certains derrière des vitrines avec de petites plaques de laiton indiquant des premières éditions datant de plusieurs siècles. Le bureau était plus intime, dominé par un immense bureau en acajou et un écran mural qui semblait déplacé parmi toutes les antiquités. Blackstone a fait un geste vers un fauteuil en cuir positionné devant l'écran. Le message vidéo ne sera diffusé qu'une seule fois. Monsieur Hartley a été très spécifique à ce sujet. Je serai dans la pièce voisine quand vous aurez terminé. Il a appuyé sur une télécommande et l'écran s'est allumé. L'oncle Rudolph est apparu et j'ai eu le souffle coupé. Il ressemblait exactement à mes souvenirs, mais ravagé par le temps et la maladie. Son visage était décharné, son costume coûteux flottait sur une carrure qui avait clairement été puissante, mais ses yeux étaient vifs, intelligents, vivants et déterminés. Bonjour, Michael. Sa voix était plus forte que son apparence ne le suggérait. Si tu regardes ceci, c'est que Harold t'a trouvé vivant dans la rue, probablement derrière un restaurant, survivant de nourriture jetée. Je le sais parce que je t'observe depuis des années, tout comme j'ai observé tous mes parents. Mais toi, Michael, tu étais celui que j'attendais. Il s'est penché en avant, et je me suis surpris à faire de même, attiré malgré moi. La condition pour ton héritage est la suivante. D'ici 5 ans, tu dois aider au moins 100 personnes à sortir de la rue. Une aide réelle et documentée. Pas seulement distribuer de l'argent, mais fournir ce dont ils ont réellement besoin. Des emplois, un logement, des soins médicaux, des conseils en toxicomanie, des soins psychiatriques, quoi que ce soit. Harold supervisera un fonds pour vérifier chaque cas. Tu auras accès à la totalité de la fortune pour accomplir cela, mais si tu échoues ou refuses, tout ira à ton ex-femme, Veronica. J'ai senti ma poitrine se serrer. 100 personnes. J'ai pensé à Jérémia, à la vieille femme qui pleurait pour un demi-sandwich la semaine dernière, à toutes les âmes invisibles parmi lesquelles j'avais vécu. Tu te demandes pourquoi, a poursuivi Rudolph, pourquoi cette condition? Pourquoi toi?
Laisse-moi te dire quelque chose que personne dans notre famille ne sait. En 1967, je suis revenu de Corée brisé. Pas physiquement, bien que j'ai eu mes blessures, mais mentalement, spirituellement anéanti. Je n'ai dit à personne que j'étais de retour. J'ai vécu dans les rues de New York pendant 2 ans, trop fier pour demander de l'aide, trop abîmé pour savoir comment revenir à une vie normale. Il a fait une pause, ses yeux perdus dans ses souvenirs. Un homme nommé Morrison m'a trouvé derrière sa librairie un matin d'hiver, délirant de fièvre, mourant. Il ne m'a pas seulement donné de la nourriture ou de l'argent. Il m'a donné un travail, un but, une chambre au-dessus de sa boutique. Il m'a sauvé la vie, mais plus que ça, il a sauvé mon âme. Il n'a rien demandé en retour. Il ne m'a même pas dit son nom de famille pendant des mois. L'angle de la caméra a légèrement changé, comme si Rudolph s'était rapproché. J'ai bâti ma fortune à partir de cette seconde chance. Je suis devenu prospère, riche, respecté. Mais je suis aussi devenu paranoïaque, isolé, incapable de faire confiance. J'ai observé notre famille de loin, gardant un œil sur tout le monde. Ton cousin Damon, qui enjambe les sans-abri avec dégoût. Ton cousin Trevor, qui les a traités de parasites lors d'une conférence médicale à laquelle j'ai assisté anonymement. Ton frère Denny, qui a fait expulser un vétéran sans-abri de l'entrée de son magasin à Noël dernier. Chaque mot sonnait comme un jugement, non seulement sur eux, mais sur ce que j'aurais pu être avant ma chute. Mais toi, Michael, sais-tu ce que les enquêteurs ont rapporté à ton sujet? La première semaine dans la rue, affamé, effrayé. Tu as trouvé un demi-sandwich dans une poubelle et en as donné une partie à une vieille femme qui pleurait de faim. Le mois dernier, tu as dépensé tes seuls $5 pour des antibiotiques d'un dealer de rue, pas pour toi, mais pour cet ami vétéran à toi avec la blessure infectée. Tu avais toi-même une pneumonie à ce moment-là. Je me suis souvenu de cette nuit. La jambe de Jérémia empirait. Des stries rouges montaient vers son genou. Je crachais du sang, mais l'infection pouvait le tuer plus vite que ma pneumonie ne me tuerait. Harold a des enregistrements de surveillance si tu es curieux, a poursuivi Rudolph. 63 incidents distincts où tu as aidé les autres alors que tu n'avais rien toi-même. Tu as gardé ton humanité alors que tu avais toutes les raisons de l'abandonner. C'est pourquoi tu hérites de tout. Il s'est adossé, un léger sourire traversant son visage décharné. Mais voici ce que tes parents ne sauront pas avant que le testament ne soit lu publiquement la semaine prochaine. Ton ex-femme, Veronica, est au bord de la ruine financière. Clayton Morgridge l'a quittée il y a 3 mois pour sa secrétaire de 26 ans. Elle a hypothéqué la maison qu'elle t'a prise pour investir dans l'un des projets de Clayton qui a fait faillite. Elle est sur le point de tout perdre. J'ai ri, un rire sombre et involontaire. L'ironie était si parfaite que ça en faisait mal. Si tu refuses ma condition ou si tu ne la remplis pas, elle hérite de tout. Imagine ça, Michael, la femme qui t'a détruit, qui a dit que tu mourrais sans amour dans la rue, devenant riche grâce à ton échec. J'ai pensé que la poésie de la situation pourrait te motiver. Mais voici le secret, neveu. Les 100 personnes que tu sauveras, ce n'est pas vraiment le test. Le test est de savoir si tu peux accepter l'aide toi-même, si tu peux prendre ce don et le transformer en quelque chose de significatif, au lieu de laisser l'orgueil ou l'amertume te détruire. Morrison m'a sauvé, mais je ne l'ai jamais vraiment accepté. Je ne me suis jamais permis d'être reconnaissant. Je n'ai jamais cessé de me voir comme seul. Je suis mort dans ce Penthouse, entouré de trésors, mais complètement isolé, ayant repoussé tous ceux qui ont essayé de m'aimer. Il a toussé, un son rauque qui témoignait du cancer qui l'a tué. Ne deviens pas moi, Michael. Prends l'argent. Sauve tes 100 âmes. Mais sauve-toi aussi. Et une dernière chose, quelque chose que je n'ai découvert qu'en faisant des recherches sur Morrison après sa mort. Son nom complet était Morrison Thompson. Il était ton grand-père, le père de ton père. L'homme qui m'a sauvé était de ton sang, bien qu'aucun de nous ne le sût à l'époque. Il est mort pauvre mais aimé, entouré de sa famille, tout ce que je n'ai jamais eu. Il a donné tout ce qu'il a gagné, aidant des étrangers comme moi. Ma vision s'est brouillée. Grand-père Morrison était mort quand j'avais 10 ans, mais je me souvenais de lui. Calme, gentil, nous glissant toujours des billets d'1$ dans les poches quand maman ne regardait pas, alors, tu vois, Michael, ce n'est pas un hasard. C'est un cercle qui se referme. Ton grand-père m'a sauvé. Je te sauve, et tu en sauveras d'autres. C'est ainsi que la bonté survit dans ce monde brutal.
transmise de main en main comme une flamme secrète qui refuse de s'éteindre. L'écran est devenu noir, puis s'est rallumé avec un dernier message. Tu as 24 heures pour décider. Mais je connais déjà ta réponse. Tu es un Thompson. Tu les aideras parce que c'est ce que fait ta lignée. Ce que ton grand-père a enseigné sans enseigner. Ce que tu as appris sans apprendre. Bienvenue à la maison, neveu. L'écran est devenu noir. J'étais assis dans ce fauteuil en cuir dans un pantouse de 47 millions de dollars, des larmes coulant sur mon visage, pensant à grand-père Morrison sauvant un jeune vétéran derrière sa librairie, sans jamais savoir que ce vétéran sauverait un jour son petit-fils. Blackstone est entré discrètement. M. Thompson, quelle est votre décision? Je me suis levé, m'essuyant le visage, pensant à Jérémia triant ses canettes, à la vieille femme serrant son morceau de sandwich, à toutes les personnes invisibles attendant que quelqu'un les voie comme des humains. Je le ferai, ai-je dit. Mais pas pour l'argent et pas à cause de Véronica. Je le ferai parce que mon grand-père l'aurait voulu, parce que c'est ce que nous faisons. Blackstone a souri, la première émotion sincère que j'ai vue de lui. Monsieur Hartley a dit que vous diriez exactement cela. Devons-nous discuter de la structure du fond? J'ai regardé Manhattan s'étendre en dessous. Toutes ces lumières représentant des vies, des histoires, des luttes. Quelque part là dehors, il y avait 100 personnes que j'allais sauver. Mais d'abord, je devais me sauver moi-même. L'oncle Rudolph avait raison sur ce point. L'argent n'était qu'un outil. Le véritable héritage était la chance de compter à nouveau, d'être l'homme que mon grand-père aurait reconnu. Oui, ai-je dit. Commençons. Je suis resté longtemps devant ces immenses fenêtres après que Blackstone ait quitté la pièce, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller dans l'obscurité du soir. Chaque lumière représentait la vie de quelqu'un, la lutte de quelqu'un, l'espoir de quelqu'un. 24 heures plus tôt, je fouillais dans les ordures. Maintenant, je possédais ce pantouse et j'avais 47 millions de dollars pour changer des vies. La première personne que j'ai appelée fut Jérémia. J'ai demandé à Blackstone de me conduire à un magasin de téléphonie pour acheter un portable, puis je suis retourné directement à la station Texaco. Il était toujours là, arrangeant ses canettes pour le recyclage du lendemain. Michigan Mike, a-t-il crié en me voyant sortir de la Lincoln. Tu es bien propre. Cet avocat ne mentait pas, tout est vrai, Jérémia. Chaque mot. Je me suis assis sur le trottoir à côté de son caddie, portant toujours mes nouveaux vêtements, mais sans me soucier de la saleté. J'ai besoin de ton aide. Mon aide, mon frère? Tu viens d'hériter de millions. De quoi pourrais-tu avoir besoin de moi? Je dois aider 100 personnes à sortir de la rue. Une vraie aide, pas seulement jeter de l'argent. Tu connais ces rues mieux que n'importe quel travailleur social. Tu sais qui a besoin de quoi, qui est prêt à être aidé, qui ne l'est pas. Je veux t'engager comme directeur de la sensibilisation. Jérémia a ri jusqu'à ce qu'il réalise que j'étais sérieux. Mike, je n'ai pas eu de vrai travail depuis 20 ans. Tu fais ce travail depuis 20 ans, seulement personne ne te payait pour ça. Tu m'as appris à survivre. Tu as maintenu en vie des dizaines de personnes avec tes connaissances. J'ai besoin de cette expertise. En une semaine, j'avais créé la fondation Hartley, la nommant en l'honneur de l'oncle Rudolph. Le premier bureau était petit, juste une devanture de magasin reconvertie, mais il était dans le bon quartier, où les gens qui avaient besoin d'aide pouvaient réellement l'atteindre. Jérémia fut ma première embauche, et sa première suggestion a tout changé. Ne les fais pas venir à nous en se sentant comme des mendiants, a-t-il dit. Donne-leur de la dignité. Donne-leur des choix. Nous avons développé un programme où les gens pouvaient choisir leur propre chemin. Certains avaient d'abord besoin de désintoxication. D'autres de soins de santé mentale. Certains avaient juste besoin d'une chance, d'un emploi, de quelqu'un pour croire qu'ils pouvaient être plus que leur pire moment. Chaque personne avait un travailleur social, mais plus important encore, elle avait un mentor qui était passé par là. La troisième personne que nous avons aidée était Agnès, la vieille femme avec qui j'avais partagé ma trouvaille des mois plus tôt. Elle n'avait pas besoin de grand-chose, juste d'un appartement sûr et de quelqu'un pour l'aider à naviguer dans les prestations de sécurité sociale auxquelles elle ne savait pas qu'elle avait droit. Quand nous l'avons installée dans une résidence pour personnes âgées, ses prestations couvrant les frais, elle a pleuré pendant 1 heure. Je pensais que je mourrais dans la rue, a-t-elle dit. Je pensais que c'était la fin de mon histoire. Au 6e mois, nous avions aidé 37 personnes à trouver la stabilité.
Chaque succès était documenté, vérifié par le cabinet de Blackstone, mais plus important encore, chaque succès était durable. Nous ne nous contentions pas de loger les gens et de les abandonner. Nous assurions un suivi, fournissions un soutien continu, célébrions leur victoire. C'est alors que Véronica est apparue. Elle avait l'air différente, désespérée d'une manière que je reconnaissais parce que j'avais porté la même expression. Ses vêtements de marque étaient les mêmes que lors de notre divorce, mais ils flottaient sur elle maintenant. La BMW avait disparu. Le sourire supérieur avait été remplacé par quelque chose de vide. « Michael » a-t-elle dit, se tenant à l'entrée de la fondation comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. « J'ai entendu parler de ton héritage. J'ai entendu parler de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux, Véronica ? Clayton m'a quitté pour sa secrétaire. La maison est en cours de saisie. J'ai logé chez des amis, mais ils commencent à en avoir marre de moi. » Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. J'ai eu tort sur toute la ligne. Tu vaux sans Clayton. Tu l'as toujours été. J'ai regardé cette femme qui m'avait détruit, qui s'était moquée de ma ruine, qui m'avait dit que je mourrais sans amour dans la rue. L'ancien moi aurait ressenti de la satisfaction face à sa chute. Le moi de la rue lui aurait dit d'essayer les poubelles derrière Romano S, pour voir comment elle aimerait ça. Mais l'homme que l'oncle Rudolph m'avait mis au défi de devenir a vu autre chose. Un être humain en souffrance. Je ne peux pas être de nouveau avec toi, Véronica. Ce pont est brûlé au-delà de toute réparation. Je sais. Je ne demande pas ça. Je demande si tu pouvais peut-être m'aider à trouver un travail, quelque chose de simple. Je travaillerai. Je ferai tout ce qu'il faut. La fondation aide les personnes sans abri. Tu n'en es pas encore là. Je le serai bientôt. Sa voix s'est brisée. La semaine prochaine, probablement. Je lui ai donné la carte de visite d'une agence d'intérim ordinaire. Ce sont de bonnes personnes. Ils t'aideront à trouver quelque chose. Mais Véronica, c'est tout ce que tu obtiendras de moi. Pas d'argent, pas de traitement de faveur, juste cette recommandation. Tu dois reconstruire ta propre vie. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage, et est partie sans un autre mot. Ma fille Bethany m'a contacté 3 mois plus tard, mais pas pour l'argent. Papa, j'ai vu un article sur ta fondation, a-t-elle dit au téléphone. Sur les gens que tu aides. Maman m'a raconté des mensonges sur la raison de ta disparition. J'aurais dû être plus intelligente. J'aurais dû te contacter. Tu n'étais qu'une enfant. Ta mère était tout ce que tu avais. Est-ce que je peux faire du bénévolat à la fondation ? Je veux dire, j'ai 17 ans maintenant, assez grande pour aider. C'est ainsi que j'ai retrouvé ma fille. Non pas grâce à des millions, mais grâce au service. Elle venait tous les samedis, aidant à servir les repas, à organiser les dons de vêtements, s'asseyant avec les gens et écoutant leurs histoires. Elle était particulièrement douée avec les jeunes sans-abri, les fugueurs et les laissés-pour-compte qui lui faisaient confiance d'une manière qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux adultes. Au bout de 3 ans, nous avions aidé 86 personnes. Certains ont échoué, ont rechuté, ont disparu à nouveau dans la rue. C'était la partie la plus difficile, accepter que tout le monde ne pouvait pas être sauvé, que certaines personnes n'étaient pas prêtes. Mais la plupart ont réussi, trouvant des emplois, renouant avec leur famille, reconstruisant des vies qu'ils pensaient perdues à jamais. Puis Blackstone m'a appelé avec une nouvelle qui a tout bouleversé. Michael, j'ai trouvé quelque chose dans les papiers de Monsieur Hartley, un journal de 1969. Vous devez voir ça. L'entrée était datée du 15 décembre 1969. L'homme qui m'a sauvé m'a enfin dit son nom complet aujourd'hui. Morrison Thompson. Il a été comme un père pour moi ces 2 dernières années. Il a mentionné un fils, Steven, vivant en Ohio. Je me demande si je rencontrerai un jour sa famille, si je pourrai un jour rembourser cette dette. Steven était le nom de mon père. Il y a plus, a dit Blackstone en tournant les pages. Morrison Thompson savait exactement qui était votre oncle. Il a sa propre entrée de journal de ce même jour. L'écriture de Morrison était tremblante, mais claire. J'ai dit mon nom au jeune Rudolph aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il réalise que je sais qui il est. Le frère de Dorothy, qui a disparu après la guerre. La famille le croit mort. Je ne trahirai pas sa confiance en le leur disant, mais je suis content d'avoir pu aider le sang de Dorothy. Bon garçon. Juste perdu.
Il trouvera son chemin, mon grand-père avait toujours su. Il avait sauvé le frère de sa belle-sœur, sans jamais le dire à personne, sans jamais en tirer de crédit. Le secret a créé des ondes à travers les décennies, se terminant avec l'oncle Rodolphe qui me sauvait. Debout dans ce Penthouse où l'oncle Rodolphe est mort seul, j'ai réalisé que le véritable héritage n'était ni l'argent ni les biens. C'était la preuve que la gentillesse crée des cercles. Que l'aide aux autres revient de manière inattendue. Que l'amour opère dans l'ombre, à travers les décennies et à travers des personnes que nous connaissons à peine. Au bout de 5 ans, j'avais aidé 103 personnes à sortir de la rue. La fondation avait grandi, d'autres donateurs se joignant à notre cause. Jérémia était devenu un expert respecté en sensibilisation, parlant lors de conférences sur la dignité et les services sociaux. Ma fille étudiait le travail social à l'université, prévoyant de poursuivre la mission. Mais le meilleur moment est venu quand j'ai trouvé une vieille photo dans le bureau de l'oncle Rodolphe. C'était des funérailles de mon grand-père, dont je me souvenais à peine. Au fond, debout seul, se trouvait un oncle Rodolphe plus jeune. Il était venu dire au revoir à l'homme qu'il avait sauvé, même si personne ne connaissait leur lien. Au dos, de l'écriture de Rudolph Morrison Thompson, 1910 à 1985. Tu m'as sauvé sans rien demander. Je rendrai l'appareil. Je le promets. Et il l'avait fait, à travers moi. À travers les 100 vies que nous avons changées, à travers les milliers d'autres que la Fondation aiderait dans les années à venir. L'argent avait été l'outil, mais le vrai cadeau était de comprendre que nous sommes tous connectés, que la gentillesse voyage dans le temps, que le sans-abri d'aujourd'hui pourrait être le sauveur de demain. L'oncle Rodolphe l'avait appris de mon grand-père. Je l'avais appris de la rue. Et quelque part, quelqu'un que nous avions aidé l'apprendrait aussi, le transmettant à quelqu'un d'autre dans le besoin. C'est ainsi que le monde change réellement. Pas grâce à des héritages de 47 millions de dollars, mais grâce à une personne qui en aide une autre, créant des chaînes de compassion qui s'étendent sur des générations. Mon grand-père l'a commencé avec un vétéran désespéré derrière sa librairie. L'oncle Rodolphe l'a continué avec sa fortune et sa foi en moi. Et maintenant, c'était à mon tour de maintenir la chaîne, une vie à la fois. Debout dans ce Penthouse, plus sans abri, mais n'oubliant jamais ce que cela faisait, j'ai enfin compris ce que l'oncle Rodolphe voulait dire par accepter de l'aide. Ce n'était pas de la faiblesse de prendre la main de quelqu'un. C'était le premier maillon d'une chaîne qui finirait par tirer quelqu'un d'autre en sécurité. La fortune n'était pas ma fin. C'était mon commencement. Et quelque part, mon grand-père et l'oncle Rodolphe regardaient, satisfaits que leur investissement dans la gentillesse ait enfin porté ses fruits. La partie suivante semble être une conclusion pour une vidéo YouTube, je la traduis comme telle. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait voir différemment les sans-abri que vous croisez tous les jours, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le vrai changement commence par voir les gens comme des humains, par reconnaître que nous ne sommes tous qu'à une crise de devoir demander de l'aide. Commentez ci-dessous avec vos propres histoires de gentillesse inattendue, d'aide qui est arrivée quand vous en aviez le plus besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui nous rappellent notre humanité commune. Rappelez-vous, chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien. Soyez toujours bienveillants.